Bonjour et bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. On se promène et on parle de différents sujets liés à l'IMP aujourd'hui. On va aborder 3 réflexes en lien avec ce qu'on appelle en IMP les réflexes post-nataux. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Vous avez souvent entendu ce nom, Svetlana Mazgutova. Et c'est elle qui a la première parlé de ces réflexes post-nataux et d'une séquence de réflexes qui apparaissent, on a tendance à dire, dans l'heure qui suit la naissance. Michel Audin a beaucoup parlé de cette heure qui suit la naissance avec ce qu'on appelle maintenant la tétée de bienvenue, la première tétée, et de plein de choses qui se mettent en place lors de cette heure qui suit la naissance. Et en particulier, je vais évoquer 3 choses. Le réflexe du pont tactile, le réflexe de succion et le réflexe d'attachement. Voilà, ce sont 3 réflexes qu'on n'a pas abordés encore, que je veux aborder, mais au sein d'une globalité. Alors évidemment, on pourrait parler des heures sur chacun de ces réflexes. J'aurais pu dédier un podcast pour chacun de ces réflexes, mais il y a une synergie là entre ces 3, donc j'ai envie de les aborder ensemble, vous allez comprendre pourquoi, dans le cadre de ce qu'on appelle des réflexes post-nataux. Alors, je vais vous définir un petit peu ce que sont ces réflexes post-nataux d'abord, dans leur globalité, puis ensuite je vais aborder le pont tactile, puis la succion, et enfin le réflexe d'attachement. Voilà, alors avant ça, je m'éloigne un peu, j'ai 200 mètres le long de la route, donc je vais, voilà, avant de rejoindre un lieu plus tranquille. Aujourd'hui il fait très très froid, je crois que c'est assez rare de voir aussi froid dans cette région de Normandie, parce qu'on n'est pas loin du bord de la mer, en général on est protégé du grand froid, mais là il faisait -5 avant de partir quand j'ai regardé. Donc c'est assez rare qu'il fasse aussi froid. Ouais, ça change, c'est parce qu'il y a un grand ciel bleu avec un soleil qui se lève là, un bon soleil d'hiver dans un grand ciel. Enfin, il n'est pas encore bleu, mais il va devenir bleu, c'est sûr. Donc soit il faut accepter, s'il y a du soleil, il y a du grand froid. Ça fait du bien. Donc, les réflexes post-nataux. Ah mais je peux pas, 2 gros camions arrivent. Je vais les laisser passer. Les réflexes. Décidément, bon, ça y est, on est enfin tranquille. Les réflexes post-nataux, c'est comme un pont entre la vie océanique, intra-utérine, et la vie aérienne. C'est une transition, alors certes assez rapide, mais il faut que le bébé il enclenche un certain nombre de mécanismes corporels, émotionnels, psychologiques, on pourrait dire. Il faut qu'il enclenche un certain nombre de réactions réflexes pour son bien-être et sa survie. Et c'est ce qu'on appelle les réflexes post-nataux. C'est vraiment cette transition entre la vie aquatique baignée dans le liquide amniotique et la vie aérienne où s'exerce la gravité. Ça c'est très important, où la gravité qui va agir, j'ai déjà évoqué ça, comme un peu une proprioception. Tout d'un coup, le bébé qui était contenu de toutes parts dans le dernier trimestre, contenu de toutes parts dans le ventre maternel, dans un liquide, va se retrouver, et donc avec des limites tout autour de son corps, va se retrouver dans un espace infini, dans l'air, dans un espace infini, où la gravité va l'attirer en permanence vers le centre de la Terre. Toute notre vie va s'organiser par rapport à cette gravité. Tout ce que nous faisons s'organise par rapport à cette gravité. Et pour le bébé, la gravité va agir un peu comme
un sens tactile proprioceptif, le fait prendre conscience de son corps. Chaque mouvement se fait en lien avec cette gravité. Et c'est ce qui va permettre la mise en place progressivement des mouvements volontaires, coordonnés, et qui va permettre la pesanteur, cette interaction avec ce qui nous entoure. C'est ce qui va mettre en place le jeu, la créativité, la communication, l'apprentissage, tout ce qui nous passionne dans la vie. Et finalement, c'est un peu cet objectif que nous avons en intégration motrice primordiale, de favoriser pour tous les gens qui viennent nous voir plus de jeux, de créativité, de communication et d'apprentissage. C'est ça qu'on cherche en fin de compte. Mais il y a un certain nombre de choses qui nous empêchent d'accéder à ces compétences. Et en IMP, c'est ça qu'on cherche à lever, ces freins qui nous empêchent de jouer, de créer, de communiquer et d'apprendre. Donc on peut dire que ces réflexes transitionnels, ces réflexes postnataux, ils jouent un rôle majeur, crucial pour les apprentissages futurs. Ils vont mettre en place tout ce qui est mouvement transitionnel, tout ce qui est changement, tout ce qui est... il y a ce qu'on appelle en IMP, ça aussi c'est les travaux de Mazgutova. Là. Alors Mazgutova elle parle du cercle de l'apprentissage, nous on parle plutôt de spirale de l'apprentissage. Et elle dit que la naissance c'est le premier changement de paradigme qu'on met en place dans notre vie, transition énorme, rapide, et que sur cette transition initiale se mettra en place dans la vie future toutes les autres transitions. C'est notre premier modèle transitionnel, notre premier apprentissage en quelque sorte, et ça va être la base finalement de toutes les mises en place du développement de nos sphères cognitives et émotionnelles. Donc on imagine que ces réflexes postnataux, c'est un pont. C'est un pont qui nous permet de passer donc de la vie aquatique à la vie aérienne. Et les ponts, ils ont des, comment on appelle ça, des piles de ponts, les pieds des ponts, comment on appelle ça. Je crois que c'est des piles qu'on appelle ça, je suis pas sûr. En tout cas, les colonnes qui soutiennent le pont en place. Et chacune de ces colonnes, chacune de ces piles, chacun de ces piliers, c'est un réflexe en quelque sorte. Et j'ai besoin de tous mes réflexes postnataux pour pouvoir passer de cette vie aquatique à cette vie aérienne dans le monde de la gravité. Alors, la première de ces piles, le premier de ces réflexes, c'est ce qu'on appelle le pont tactile. C'est la stimulation de toute la peau. Alors, je vais les citer maintenant et puis je vais expliquer les trois que je veux, sur lesquels je veux mettre l'accent aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le pont tactile. Et immédiatement suivi de la respiration qui est aidée par le RTL en extension et par le Moro, tous des réflexes que j'ai déjà évoqués. On va avoir la mise en place de ce que le pédiatre Marc Piliot a évoqué comme étant le proto-regard, qui branche finalement l'orientation cognitive de Pavlov. Il y a la reptation, c'est-à-dire une sorte de simili-mouvement de reptation où le bébé, on va le mettre sur le ventre de sa mère, il va ramper jusqu'au sein, ou chercher à ramper jusqu'au sein en tout cas. Le réflexe du fouissement, où il va frotter, bouger sa tête latéralement et faire différents mouvements pour aller attraper le sein de sa mère. Donc il y a le fouissement, le paume-bouche de Babkin, il va ouvrir et fermer sa main sur le sein, ce qui va favoriser l'ouverture-fermeture de sa mâchoire. On a évoqué tous ces réflexes déjà. Puis ça va brancher sa succion, la déglutition, et donc ça met en place ce qu'on appelle le réflexe d'alimentation, qui n'avait pas avant, ça passait pas par la bouche, de cette manière-là. Et ça va permettre la mise en place de l'étoile à 6 branches, ce qui est important, juste avant qu'on coupe le cordon ombilical, il va mettre en place sa propre étoile. Nombril bouche, nombril sacrum, coccyx, nombril bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, tout ça face à la gravité. Et enfin, va pouvoir se mettre en place le fameux célèbre réflexe d'attachement qui est majeur pour toute notre vie future. Donc on peut dire que le but de tout ça, avant que je rentre dans les détails, c'est de favoriser les bonnes transitions, de mettre en place pour la première fois ma motricité dans le monde aérien, de coordonner mes muscles pour une action, aller vers le sein et téter et me nourrir, et respirer bien entendu. C'est ma première orientation dans l'espace et donc dans le temps. Ma première orientation spatio-temporelle, et c'est enfin, je suis capable de survivre, je suis capable de me protéger,
Et les réflexes jouent un rôle de protection positive pour la première fois. Enfin, les réflexes que j'entraînais depuis des mois et des mois se branchent et commencent à jouer leur rôle de protection positive. Ils agissent à bon escient pour me protéger, me nourrir, respirer. Et donc c'est la mise en place de bons schèmes, dès le départ, de bons schèmes. Donc maintenant que je vous ai évoqué ça, évidemment en IMP, on va avoir une procédure spécifique pour regarder si tout cet enchaînement de réflexes postnataux est bien en place et si je peux les réutiliser, les recycler plus tard dans ma vie, quand je suis face à des transitions, à des changements, à des apprentissages. Ici, je vais donc évoquer le pont tactile, la succion et l'attachement, comme une sorte de continuité. Le pont tactile, c'est le premier réflexe de ces réflexes postnataux, de cette transition. Le réflexe d'attachement, c'est le dernier. Et puis j'ai choisi de vous parler de la succion parce qu'elle est absolument cruciale et majeure. J'aurais peut-être dû faire 3 podcasts, mais allons-y, on va s'essayer. On va s'essayer au jeu. Cette réaction du pont tactile, c'est donc ce brassage, cette stimulation importante qui est effectuée sur le corps du bébé au moment de la naissance. On l'a déjà dit de nombreuses fois dans ce podcast, à la naissance sont matures 2 sens parmi les sens que nous connaissons, qui sont parfaitement matures, le système vestibulaire, donc le sens de l'équilibre, et le sens tactile. Et le sens tactile, c'est notre sens le plus vaste, qui recouvre évidemment, comme vous le savez, toute notre peau, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de l'extrémité de chaque doigt à l'extrémité de chaque orteil, en passant par le ventre, le dos, le cou. Toutes les parties de notre corps font partie du sens tactile, c'est notre sens le plus vaste, c'est celui qui permet de délimiter, sentir notre corps, où est-ce qu'il est. Et évidemment, ce réflexe, ça va sans dire, parce que parfois certains réflexes, ils fonctionnent quand on est sur le ventre, d'autres sur le dos, d'autres quand on est assis, d'autres quand on se met debout. Évidemment, ici, c'est différent. Le pont tactile, c'est l'activation de tout le sens tactile, et ça se passe dans toutes les positions. Quand je suis couché sur le dos, sur le ventre, quand je suis dans les bras de mon porteur ou de ma mère, quand je suis debout, assis ou couché, mon sens tactile est activé. Bon là, évidemment, quand je suis debout, en train de vous parler, mes pieds sont très actifs. Et j'ai des sensations tactiles, des vêtements sur mon corps et de l'air glacé sur mon visage. En fait, il y a des expériences fascinantes qui montrent des expériences scientifiques, que le toucher est le sens qui va le plus facilement baisser les hormones de stress et augmenter la fameuse hormone dite hormone de l'amour qui est l'ocytocine, qui sera, on le verra, l'hormone de l'attachement. Donc première chose, par exemple une expérience qui a été faite qui est assez surprenante, alors on peut facilement mesurer dans la salive le taux de cortisol, c'est-à-dire une hormone liée au stress. Donc on peut mesurer le taux de cortisol de quelqu'un, faire un prélèvement salivaire, faire une expérience et ensuite remesurer la salive, c'est pas compliqué. Et comme c'est très rapide, tous ces mécanismes, on peut tout de suite voir si ça y a eu des changements. Je suppose qu'on peut aussi faire des prises de sang pour mesurer d'autres facteurs, d'autres paramètres. On peut mesurer les battements cardiaques. En état de stress, ils sont plus élevés. Et en état de bien-être, ils sont plus bas. On peut mesurer, je suppose, la tension sanguine. On peut mesurer aussi la variabilité de la fréquence cardiaque. On peut mesurer aussi le taux de la respiration. Est-ce qu'on respire en général en moyenne 12 à 14 fois par minute, plutôt 14. Et est-ce que cette respiration a ralenti ? Bref, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut vérifier avant et après une expérience qui permet d'objectiver un peu le niveau de stress, de bien-être, de détente que nous avons. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, on demande aux gens de prendre quelqu'un dans les bras. Et quand même, mettons-nous en situation, je suis dans un laboratoire et on me dit, voilà, je mesure des paramètres pour serrer cette personne dans les bras et ensuite je revérifie des paramètres. Imaginez, il s'agit évidemment d'un examinateur ou d'un autre participant à l'étude. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ils ne nous disent pas venez avec votre
compagne, compagnon, venez avec vos enfants, prenez-les dans les bras. Non, parce que ce serait pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend un inconnu dans les bras. Donc c'est, comme diraient les jeunes maintenant, c'est la gênance. C'est la gênance, prendre un inconnu dans les bras. Eh bien, si on prend quelqu'un dans les bras, un inconnu, et qu'on attend environ 30 secondes ou 1 minute, évidemment, c'est un peu gênant, mais malgré tout, et c'est pour ça qu'on aime parler de réflexe, on va s'apercevoir que ça fait chuter le stress. Oui, il y a une gêne, mais le réflexe, la gêne est plus ressentie, on va dire, de manière cognitive, conscientisée. Peut-être c'est ressenti au niveau du néocortex qu'il y a une gêne, mais nos réflexes dans notre corps, nos réactions, on pourrait dire, organiques, viscérales, amènent du bien-être qui est objectivable par les paramètres que j'ai décrits, entre autres dans l'étude en question, c'était de mesurer le cortisol dans la salive. C'est-à-dire, malgré le fait qu'on prenne un inconnu dans les bras et que ce soit assez gênant, eh bien ça apporte une détente au niveau du stress. Et en fait, on n'a jamais rien trouvé de plus efficace que ça pour faire baisser le stress. C'est dire à quel point le sens du toucher est crucial et essentiel et majeur pour libérer le stress. Autrement dit, qu'est-ce qu'on fait quand vous avez vos enfants qui sont tristes, qui sont malheureux et qui pleurent? Vous les prenez dans les bras. Si vous-même, vous n'allez pas bien, vous souhaitez et que vous êtes en détresse, votre compagnon va vous prendre dans les bras. Quand même vous ne connaissez pas très bien quelqu'un au boulot ou quoi qui va pas bien, vous allez lui toucher l'épaule, ça va aller, ou nos amis, même chose. C'est le premier réflexe qu'on a eu quand on était bébé, d'être pris dans les bras. Peut-être ça nous ramène à notre état intra-amniotique, dans le ventre de notre mère, on était pris dans les bras, dans le ventre de notre mère, contenu de partout. Peut-être que c'est ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est ce qu'on fait. Si quelqu'un va pas bien, on sait que la meilleure chose à faire, le réflexe qu'on a, l'instinct qu'on a, c'est prendre dans les bras. Et il n'y a rien de mieux, de plus efficace que ça qui existe. C'est dire la souffrance extrême des gens qui sont dans la solitude. Je pense en premier lieu aux personnes âgées, bien sûr, qui vivent seules et qui n'ont personne pour les prendre dans les bras, qui n'ont pas de contact humain. C'est une des plus grandes souffrances qui soit. On sait très bien qu'autrefois nous vivions en tribu de 50 ou 100 personnes, et que dans une tribu, vous avez toujours des tas d'enfants à droite à gauche, et vous avez toujours des enfants à qui vous allez faire des câlins. Il n'y a rien de mieux que les enfants pour faire des câlins. Quand mes petites filles viennent, que ce soit celles de 2 ans, celles de 5 ans, ou même celles de 9 ans, eh bien ça fait des câlins, ça veut des câlins, et ça fait du bien à tout le monde. Tout le monde adore les câlins, et c'est extraordinaire d'avoir des enfants sous la main pour faire des câlins, pour prendre dans les bras, pour se raconter des choses et des histoires, et c'est merveilleux. Et il n'y a même pas besoin d'explication, les enfants arrivent et câlin papy, câlin mamie, c'est ça. Nos enfants, c'est pareil. Dans toutes les traditions, on trouve des massages pour les bébés. On pense évidemment à l'Inde, où c'est connu, je crois que ça s'appelle Chantala, mais dans tous les pays, en Russie, en Asie, en Afrique, il y a des rituels autour de massages, de pétrissage, de mobilisation, de câlins, qui sont faites à l'enfant encore et encore, à l'huile ou pas à l'huile, différentes manœuvres qui sont faites pour embrasser l'enfant en quelque sorte. Prendre dans ses bras, c'est ça que ça veut dire embrasser à la base. Donc, on a ce réflexe qui est majeur. Ça veut dire que... Alors oui, donc je disais, je pense aux personnes âgées, mais on sait aussi, pendant le Covid, on a eu ces statistiques qui nous disent que les jeunes sont en grande souffrance aussi, ces jeunes qui ont quitté la famille, qui sont seuls dans leur chambre d'étudiants, et qui n'ont pas forcément quelqu'un pour prendre dans les bras et faire des câlins, qui sont parfois isolés. Et on retrouve d'ailleurs aussi bien chez les personnes âgées qui sont seules que chez les jeunes un taux de suicide assez considérable. C'est la première cause de mortalité chez les jeunes, c'est le suicide. Et malheureusement, il y a un grand nombre de personnes âgées aussi qui se suicident, et on peut imaginer que c'est dû à de l'isolement. Et donc ce sens
cette réaction du pont tactile, on dit pont tactile parce que c'est cette transition qui est faite quand on passe par le canal de la naissance très forte. La tête est complètement encerclée, presque écrabouillée avec les os du crâne qui vont se chevaucher. Donc c'est pas une mince affaire, c'est pas une petite stimulation tactile, c'est un gros brassage, crâne, épaules, tout le tronc de partout. Et c'est important parce que ça va presser aussi au niveau des poumons pour exprimer pour faire sortir le liquide amniotique qui est dans les poumons et ensuite pouvoir respirer. C'est tout un brassage qui est fait. Et puis après, les jambes, etc. Donc, c'est absolument énorme. Et puis évidemment, ensuite, ce bébé qui est nu va être mis sur le corps nu de sa mère, qui va le mettre peau à peau sur son ventre avec la chaleur qui convient. La mère va spontanément caresser son bébé, et puis ensuite l'amener vers lui, lui faire des tas de bisous, le toucher, l'entourer de ses bras. On est dans quelque chose de très intense, de très fort, avec une sécrétion hormonale d'ocytocine qui est la plus élevée qu'on ne peut mesurer chez l'être humain. C'est-à-dire que de tous les prélèvements d'ocytocine qu'on peut faire, il n'y a pas plus fort qu'au moment de la naissance. Aussi bien dans le corps de la mère, du père aussi, un petit peu moindre, mais évidemment chez le père aussi, dans le corps de la mère et dans le corps du bébé. C'est-à-dire les moments où on a le plus reçu de l'ocytocine, c'est quand nous sommes nés et quand nous avons donné naissance. Pourquoi ? Parce que cette sécrétion d'ocytocine, c'est ça qui va faire un attachement extrêmement fort. Et chez les humains, l'attachement ne dure pas comme d'autres animaux, quelques mois, quelques semaines, ou même 2-3 ans, ou pour les animaux les plus proches de nous, d'un point de vue placentaire, comme les baleines ou les éléphants. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, ou les baleines, les éléphants ou les chimpanzés. Eh bien, chez eux, sauf erreur de ma part, à 6 ans, le petit chimpanzé, le petit baleineau, bref, à 6 ans, ils sont majeurs. Ou le petit éléphant. À 6 ans, ils sont majeurs, pardon, ils sont adultes, et ils vont pouvoir se reproduire. Pensez à un petit humain à 6 ans, donc vous voyez la différence. Hein. On a 98,8% en commun avec les chimpanzés, mais eux sont adultes et peuvent se reproduire à 6 ans. Vous voyez un bébé humain à 6 ans, où est-ce qu'il en est ? Rien que chez nous, pour être considéré comme majeur, il faut le triple, il faut 18 ans. Même si vous faites le double, 12 ans, à 12 ans, ni garçons ni filles ne peuvent se reproduire et sont encore vraiment des enfants. Ils n'ont pas encore leur corps d'adulte, et de loin. Donc on sait bien même que 18 ans, pour certains, ça continue à croître et que c'est pas encore terminé. Bon, vous voyez, c'est énorme cette différence par rapport aux autres animaux. Donc chez nous, les humains, l'ocytocine, qui fait qu'on doit protéger nos enfants, qui fait qu'on s'attache à nos enfants et les enfants aux parents, reste active extrêmement longtemps. Ce n'est qu'à l'adolescence que ça commence à chuter, à juste titre, et c'est très bien, pour que les parents puissent libérer leurs enfants et que les enfants veuillent se séparer de leurs parents. Et c'est tout à fait logique, sain et bon. C'est pas qu'on va détester soudainement nos enfants devenus adolescents et que les adolescents vont détester leurs parents, même si des fois ça laisse croire ça dans nos sociétés modernes. Mais c'est que il y a cette attirance pour l'adolescent vers l'extérieur, le monde extérieur, et c'est normal, sain et bon. Et de la même manière que les parents souhaitent que l'enfant se mette à voler de ses propres ailes. Donc, nous, plus tard dans la vie, théoriquement, le fait de prendre dans les bras, le fait de câliner, les caresses, vont amener du bien-être. C'est ce qu'on fait principalement quand on veut s'attacher à quelqu'un, dans le but justement de faire des enfants, c'est qu'on fait l'amour, on fait des câlins, on s'embrasse beaucoup, et on a beaucoup de contacts physiques, c'est-à-dire quand logiquement, les personnes avec qui on a le plus de liens et de caresses tactiles sont notre conjoint, notre conjointe et nos enfants, puisque ce sont les personnes à qui nous sommes le plus attachés et chez qui ces liens d'attachement doivent être renforcés encore et encore pour qu'on puisse passer les épreuves du temps. Et là, on parle de nombreuses années dans le but tout à fait... le but, c'est de la nature, c'est la nature qui a mis ça en place. Plus les gens ont des liens forts, plus ils vont pouvoir bien élever leurs enfants longtemps, et la nature va privilégier les gens qui ont des liens forts pour pouvoir élever des enfants et bien s'en occuper longtemps, puisque le système nerveux des humains met énormément de temps à mûrir.
Donc voilà pour ce réflexe, vous allez me dire, mais comment on sait qu'il fonctionne bien et comment on fait les choses? Alors c'est là où c'est complexe, évidemment, en IMP. On va voir ça de plusieurs manières. On pourrait voir la manière de tout simplement, est-ce que les gens reçoivent des câlins? Est-ce que les gens reçoivent des câlins? Est-ce que ce sont des gens qui sont isolés? Si on a des gens qui viennent nous voir, qui sont en état de détresse, que ce soit des enfants, des ados, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, peu importe, on va très vite savoir, s'ils viennent nous voir pour du stress, de la détresse, du mal-être quelconque, eh bien on va vite savoir s'ils sont isolés, s'ils ont des câlins, s'ils ont du monde autour d'eux pour... Alors ça, c'est la première chose. Est-ce que j'ai l'occasion de pouvoir avoir des câlins? Et la deuxième chose, c'est peut-être que certaines personnes, il y a eu un dysfonctionnement à un moment donné et ils repoussent le toucher. Peut-être qu'on a été élevé dans de la violence, peut-être qu'on a vécu des états de trauma et dissociatifs qui fait qu'à un moment donné, on s'est coupé de notre corps et qu'on va rejeter le contact physique. Et ça arrive aussi. Donc vous voyez, il y a deux cas de figure. Le fait où j'en aurais bien besoin, mais je ne peux pas l'avoir. Le monde, je n'ai pas les interactions qui permettent d'en avoir. Et il y a le cas où je rejette le contact physique. Je me suis coupé de moi-même. Vous voyez, on en a ces deux situations. Et donc, en IMP, il va falloir avoir... Nous avons des procédures qu'on appelle d'intégration tactile, où on va travailler, les gens étant habillés, sur les articulations, sur la mobilisation, sur tout un tas de choses, pour ramener du sens tactile. Et on va passer par des choses comme, très importantes, comme les retournements. Quand on va se retourner au sol, dos, ventre, dos, on va brasser notre sens tactile, on va se rouler au sol, on va donner beaucoup d'informations sur notre corps. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Donc on va commencer par des choses comme ça. Et on va nous proposer des intégrations tactiles. Et on va voir si les gens en bénéficient. On va pouvoir passer aussi par des bercements qui vont rassurer, détendre. On va utiliser tout un tas de techniques que l'on va pouvoir aussi enseigner aux gens pour qu'ils puissent s'apporter un certain nombre de choses. Nous avons des techniques d'intégration au niveau du visage aussi, qui sont très intéressantes. On a tout un tas de protocoles qui vont aider à ce niveau-là. Et puis on recommande aux gens de se faire des massages par des professionnels du massage. Alors selon ce que vous aimez, les massages des pieds, la réflexologie, c'est bien. Pourquoi je cite ça? Parce que la personne reste habillée, il y a juste les pieds qui dépassent, on s'occupe que de ses pieds, c'est pas trop engageant pour les gens qui ne sont pas habitués au toucher. Alors, on a aussi le réflexe du visage qui est plus intime, mais le travail au niveau du visage qui est plus intime mais intéressant. Nous, en IMP, on a aussi tout ce qui est automassage, où on va utiliser la balle, les rouleaux, le bâton de massage que les gens peuvent se donner eux-mêmes, et c'est déjà une très très bonne chose. Voilà, et on peut orienter les gens vers différentes spécialistes au niveau du massage pour se faire du bien, libérer le stress, etc. Bon voilà, on a un certain nombre de protocoles. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le pont tactile. Je pense que c'est absolument majeur en fait. Il ne faut pas sous-estimer ça. Je veux dire, il y a tellement de gens qui sont en état de stress, qui vont pas bien, qui sont en souffrance, et on les envoie chez le psy, qui ne va pas toucher le corps des gens, où il n'y aura pas de massage. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas aller chez le psy. Je vais moi-même chez le psy quand j'ai besoin. J'ai testé de tonnes de thérapies dans ma vie, y compris chez des psys classiques. J'ai vu des thérapeutes alternatifs, j'ai vu des psys beaucoup plus classiques. Et j'ai même vu un psychiatre à quelques reprises, une fois dans ma vie, quand j'ai fait une dépression. Donc je ne suis pas du tout en train de dire qu'on n'en a pas besoin. Ce serait le contraire de ce que je pense. On a besoin de plus de psys bien formés, aux thérapies cognitivo-comportementales, à différentes approches. Mais ce que je veux dire, c'est que quand quelqu'un va chez le psy, il ne faut pas oublier qu'il aurait peut-être tout autant besoin parfois d'aller chez le kinésithérapeute ou masseur kinésithérapeute pour avoir des massages chez le kinésithérapeute ou chez un masseur pour aller libérer le stress. Je peux vous dire que par exemple, il y a une année, c'était l'année 2024, où une fois par semaine j'allais chez le psy pour tester une thérapie sur moi qui s'appelait intégration du cycle de vie, ICV. J'ai fait ça pendant 1 an et parallèlement, une fois par semaine, pareil, j'avais une réflexologie plantaire. Donc et de la main. Donc pendant 1h30, masser les pieds, masser les mains. Je peux vous dire de manière tout à fait subjective que l'impact sur moi au niveau du stress,
du bien-être, etc., était beaucoup plus grand avec les massages qu'avec la psychothérapie, sur moi. Mais maintenant, évidemment, quand vous sortez d'un massage, vous êtes bien tout de suite. La psychothérapie nécessite un certain travail qui peut générer un certain inconfort qu'il faut digérer et tout dans la vie. Donc je ne suis pas en train de dire que ça n'a rien fait et que c'était inutile. Je n'aurais pas continué 1 an si c'était le cas. Mais c'est pour vous dire que c'est 2 choses complémentaires. Et que j'ai même envie de dire que la psychothérapie étant parfois exigeante et pas facile à vivre et nous fait sortir parfois de nos zones de confort ou affronter des choses difficiles, eh bien c'est bien d'avoir autre chose de l'autre côté pour aider à ces transitions-là. Et justement, le mot transition, c'est le mot-clé de ce réflexe de pont tactile. Donc c'est quelque chose qu'on prend en compte en IMP qui est majeur pour nous. Dans ces réflexes autour de la naissance, les réflexes post-natal, j'ai dit post-nataux, mais c'est les réflexes post-natal. C'est du mauvais français de dire post-nataux. Ça semble logique, mais en fait, ça n'existe pas. Nataux, c'est natal avec un S à la fin. Les réflexes post-natal. La succion. La succion, on a parlé du réflexe de fouissement. Peut-être il faut réécouter cet épisode de podcast où j'ai évoqué les deux. En fait, j'ai fait fouissement et succion. Donc je l'ai déjà évoqué dans un épisode de podcast, le réflexe de succion. Cette succion, c'est une coordination entre du fouissement, du paume-bouche de Babkin, on a évoqué déjà ces réflexes, et la respiration, et la déglutition, et le réflexe nauséeux. Tous ces réflexes doivent se combiner correctement pour permettre la succion, déglutition, et en fait pour mettre en place ce qu'on appelle le réflexe d'alimentation. C'est la coordination de tout ça. C'est la satisfaction du besoin de nourriture. Ça a l'air de rien, mais chez le bébé, il a été nourri pendant 9 mois par le cordon ombilical, pas par la bouche. Donc tout d'un coup, je dois passer de énergie était au centre à énergie va à la bouche. Et je dois organiser toute ma motricité de mon corps, depuis les pieds Babinski, en passant par les jambes, par le dos, spinal de Galant, spinal de Pérez, redressement de la tête, c'est-à-dire du RTL, du RTAC, etc., pour pouvoir mettre en place ces réflexes d'alimentation, fouissement, succion, déglutition, paume-bouche de Babkin, réflexe nauséeux, respiration, tout ça, simultanément. Donc c'est pas rien. C'est une initialisation de plein de choses. Et en fait, la région de la bouche, je le répète, je l'ai dit plein de fois dans des épisodes précédents, les réflexes de la bouche sont les premiers qui se développent. Je viens de parler du sens tactile. Le sens tactile se développe avant tout, la sensibilité tactile, en premier au niveau embryologique, au niveau des lèvres, au niveau de la bouche. Et ça part de la bouche et ensuite ça va s'étendre à tout le visage, puis à tout le corps. Le premier réflexe de retrait, de protection qui existe chez l'humain, c'est au niveau de la bouche, puis du visage dans son entier, puis ensuite dans l'ensemble du corps. C'est ce qu'on appelle un développement embryologique céphalo-caudal, de la tête vers la queue. Et ça se voit très bien au niveau tactile, des lèvres vers le visage, vers tout le corps. Et ça se voit très bien au niveau de la mise en place des réflexes. Donc ce sont d'abord, premier réflexe qui existe, le premier réflexe qui existe, c'est le réflexe nauséeux, réflexe de retrait au niveau de la bouche, puis la succion et tous ces réflexes au niveau du visage. Et puis apparaissent juste après tout ce qui est agrippement de la main, agrippement des pieds, et tout un tas d'autres réactions qui apparaissent très très tôt. Donc vous voyez, c'est majeur, toute cette coordination-là, et la succion, le réflexe de succion qui va permettre la survie. Et vous voyez, dans notre corps humain, c'est tellement majeur, toute cette sphère. J'ai déjà évoqué ce mot barbare, OMF, oro-maxillo-facial. On se développe à partir de là. Et c'est ça le bon développement de cette sphère OMF, c'est ça qui va mettre en place tout ce qui est alimentation, tout ce qui est respiration, mastication, machin et tout ce qui est communication. Le langage, la parole. Je suis en train, pour faire ce podcast, de vous communiquer à travers ma sphère oro-maxillo-faciale. Et c'est ça qui se développe en premier chez le bébé. Donc cette succion, c'est pas rien. Plus tard dans la vie, quand on va pas bien, qu'est-ce qu'on cherche à faire ? À bouffer, si je puis dire. À manger, parce que ça apporte un bien-être facile. Donc j'ai pas le tactile, j'ai pas tout un tas de satisfaction, de gratification dans ma vie professionnelle, personnelle, etc. Une des choses, des mécanismes j'ai envie de dire, de défense, d'apport, de bien-être qu'on va avoir, c'est à travers la nourriture. Malheureusement, aujourd'hui, si je puis dire, il y en a qui vont dire
Dieu soit loué, mais moi j'ai tendance à dire malheureusement, la nourriture qu'on a aujourd'hui est facile d'accès et une nourriture extrêmement calorique qui va apporter beaucoup de bien-être. Pourquoi le sucre apporte autant de bien-être? Parce qu'en fait, dans la nature, c'est très rare le sucre. Il n'existe pas de sucre dans la nature. Je sais que la plupart d'entre vous pensez tout de suite aux fruits, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup, les fruits. Les fruits dans la nature, quasiment 100% des fruits auxquels vous pouvez être en train de penser, pommes, poires, bananes, je sais pas quoi, prunes ou quoi que ce soit, sont des hybridations qui datent du Moyen-Âge ou bien après d'ailleurs. Donc il y en a très très peu de sucre dans la nature. Le seul sucre qu'on trouve, ce sont les baies, comme les groseilles, les mûres, les framboises, tout ça. Effectivement, ça existe dans la nature, mais ça contient très peu de sucre en fait, qu'une dizaine de pourcents, alors que les autres fruits auxquels vous pensiez, c'est 40-50%. Donc, vous voyez, dans la nature, il y en a très peu. Mais comme il y en a peu, eh ben, on les recherche beaucoup parce que ça apporte une grande source d'énergie, mais qu'on aura en vérité dans la nature à très petite dose. Et donc ça apporte une grande gratification parce que c'est rare. Alors que les protéines n'ont pas un goût extraordinaire, la graisse a un goût extraordinaire. Et pour cause, hein, c'est le gras qu'on préfère, ça apporte beaucoup, c'est très important pour notre développement. Et ce gras, normalement, dans la nature, ben, il faut le trouver chez les animaux. Et dans certains oléagineux, on trouve du gras, bien entendu. Hein. Et c'est majeur, hein, on a toujours mangé des noix et des trucs comme ça, des oléagineux. Mais dans les animaux sauvages, pas les animaux d'élevage, ont finalement assez peu de graisse. Ils sont justement des animaux sauvages. Le gibier est peu gras. Le chevreuil, c'est beaucoup moins gras qu'une vache. Donc là aussi, ce qui est rare est très goûtu parce qu'on le recherche désespérément. Mais aujourd'hui, tous ces aliments gras et sucrés, on les a à profusion et très faciles. Vous pensez que le gluten, c'est du sucre, hein, partout il y a du gluten, les céréales, qui est très récent dans l'évolution humaine, il y a que 5000 ans, hein, sur 300 000 ans, 5000 ans ça date d'hier, l'accès aux céréales est très récent, donc au sucre. Donc bref, du coup, le sucre, le gras apporte une grande gratification, et on va avoir tendance à se retourner vers ces aliments très facilement aujourd'hui, ils coûtent peu cher, et on en a à profusion, et malheureusement ça va être délétère pour notre santé, comme vous le savez. Je ne dis pas que le gras est mauvais pour la santé, on sait que le gras est indispensable pour la santé, mais on parle de bon gras. Or non, on va se retrouver avec des graisses saturées qui sont néfastes pour la santé. Bref. Donc ce réflexe de succion est absolument majeur et on va retrouver beaucoup de gens avec des déséquilibres à ce niveau-là. Alors certains prétendent, on va retrouver même chez les fumeurs, ils vont amener tout le temps à la bouche un petit truc, qu'il y aurait des résidus de réflexe. Là, alors je ne veux pas rentrer dans ça, de réflexe de succion, parce que on pourrait croire que ce serait aussi simple que de réintégrer le réflexe de succion, ou certains parlaient du paume-bouche de Babkin ou d'autres, pour faire en sorte que les fumeurs arrêtent de fumer. Si c'était si simple, je pense qu'on serait très riche en IMP. Ce serait absolument merveilleux. Et malheureusement, c'est pas... Enfin, je veux dire, des gens peuvent venir nous voir avec des objectifs autour du fait d'arrêter de fumer. Bien entendu, on s'en occupera avec joie, mais les choses ne sont pas si simple. Vous vous en doutez, il y a plein d'autres mécanismes derrière le fait de fumer et de vouloir arrêter de fumer. Donc soyons sérieux. Et de toute façon, je ne m'occuperai pas de ça si la personne n'est pas suivie par un addictologue. En complément, le fait de travailler sur des réflexes comme la succion peut éventuellement aider, mais je pense qu'il faut être sérieux là. Les addictions, c'est pas une mince affaire. Et évidemment, ça fera du bien d'aller voir un psy ou un addictologue et en parallèle d'avoir des massages, des câlins ou des trucs qu'on peut faire au niveau de l'intégration des réflexes. Voilà, le réflexe de succion, il y aura aussi beaucoup de choses à dire. Il émerge très tôt, comme je vous l'ai dit. Il doit s'intégrer ensuite. Le fait d'avoir un allaitement qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans est idéal pour la mise en place du réflexe de succion, déglutition, la mise en place de la langue, la bonne mise en place de la langue dépend la mise en place du palais, des dents, le fait qu'on ait un visage bien écarté qui peut bien sourire, bien respirer, des fosses nasales bien modelées. Tout ça, ça vient du réflexe de succion. Le réflexe de succion, il met en place la langue met en place la parole. Le bon positionnement de la langue, c'est ce qui va former le palais. Et le palais, c'est ce qui forme la possibilité de prendre de l'air, les bonnes fosses nasales, si je puis dire. Un bon accès aux fosses nasales, c'est ce qui permet la bonne mise en place de la langue et des dents, une bonne mastication. C'est ce qui permet un nombre de fonctions maxillofaciales gigantissimes.
et qui est aujourd'hui sous-considéré. C'est une des choses les plus importantes pour la santé et le sommeil, les fonctions oro-maxillofaciales, et qui est méconnue non seulement du grand public, mais très souvent des médecins, même des orthophonistes qui sous-estiment l'importance de ça pour la santé, le sommeil, le bien-être, le développement crânien, le développement corporel des enfants. Alors il y a des orthophonistes qui sont formés aux fonctions oro-maxillofaciales, mais pas toutes. Et certaines ne pensent pas envoyer chez des collègues. On a des ostéopathes qui peuvent travailler à ce niveau-là, des thérapeutes manuels, il y a bien sûr des kinésithérapeutes qui sont spécialisés et formés à l'oro-maxillofacial. Mais en dehors de ces orthophonistes spécialisés, kinés spécialisés, l'ensemble des professionnels de la santé, de l'enfance ou quoi, sous-estiment grandement ce sujet qui est un sujet majeur, crucial, les fonctions oro-maxillofaciales. Et je suis tellement heureux que les éditions Ressources Primordiales vont sortir un bouquin sur le sujet écrit par une médecin experte avec près de 1500 études scientifiques qui viennent corroborer tout ce qui est dit dans ce livre, qui s'appellera, vous le verrez sur la boutique et sur le site ressourcesprimordiales.com. À ce jour-là, il y a peut-être des incertitudes sur le titre, mais ce sera un livre autour des fonctions oro-maxillofaciales qui va sortir court en 2026. C'est absolument majeur. Encore une fois, je répète, le réflexe de succion avec la déglutition, avec la respiration, avec le fouissement. Mais derrière cette succion très forte, c'est la mise en place de la langue, c'est la mise en place d'une bonne respiration, c'est la mise en place d'un bon palais, avec donc des dents qui se peuvent mettre en place pour qu'on évite l'orthodontie plus tard, qu'on évite l'arrachage de dents plus tard, ce qui permet une bonne mastication. De la bonne mastication dépend une bonne digestion, dépend notre bien-être et notre santé. De là dépend notre respiration, le fait qu'on va ronfler ou pas, de mettre en place correctement le visage comme il faut, avec les muscles bien équilibrés. Si on a un visage, parce qu'on est en déficience à ce niveau-là, qui est trop allongé, avec une mâchoire rétrognate, on va avoir plus de mal à sourire, ça va favoriser plus la dépression, Et là, je parle de centaines d'études scientifiques qui corroborent tout ce que je suis en train de dire. On a même des liens qui sont faits, et pas petits, avec des maladies graves, comme des maladies du vieillissement, comme Alzheimer, etc., où on va avoir chez les personnes âgées des grosses difficultés au niveau de la respiration, avec le fait qu'on ronfle, avec le fait qu'on a des apnées du sommeil. L'apnée du sommeil, c'est une des choses qui est le plus délétère pour notre cerveau et pour les capacités cognitives. Donc on a des pertes cognitives majeures chez des personnes âgées à cause de troubles oro-maxillo-facial. Donc vous voyez là, il ne s'agit pas d'un petit sujet. Le réflexe d'alimentation avec la succion, c'est une des choses les plus importantes pour la santé humaine. Le sommeil, la respiration, l'alimentation. Donc voilà, je m'arrête sur ce sujet-là pour pouvoir aborder un autre sujet crucial. Vous voyez, quand je disais qu'on pourrait avoir plusieurs épisodes de podcast sur chacun de ces sujets, mais là j'ai fait le choix de faire un épisode sur ces trois-là. C'est un épisode majeur, voilà. Mais voilà, je voulais condenser ces trois choses-là avec les réflexes postnatales. Parce que le troisième... Donc pour la succion, en IMP, nous avons des protocoles spécifiques pour travailler au niveau des réflexes du visage, mais tout en l'intégrant avec les toiles à 6 branches et les réflexes au niveau du visage que sont le RTL, le RTAC, le RTSC, le Moro bien entendu. Et puis vous avez vu qu'il y a ça passe par le tactile, donc ces réflexes d'intégration tactile du visage, on a une procédure d'intégration des réflexes du visage, il y a plein de choses qu'on fait pour travailler à ce niveau-là et c'est majeur. Et enfin, abordons le réflexe d'attachement. Vous avez entendu parler de la théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement est sans doute en psychologie la théorie qui recueille le plus d'études scientifiques sur le sujet. En psychologie, évidemment, il y a plein de recherches scientifiques sur plein de sujets. Et certainement, depuis sa découverte dans les années 60 jusqu'à aujourd'hui, la théorie, donc ça veut dire l'étude scientifique d'un sujet le plus poussé, aujourd'hui en nombre d'études, on est certainement autour de cette théorie de l'attachement, qui est majeure, qui est comment l'attachement qu'on a créé initialement
avec notre mère, principalement, et éventuellement d'autres gens. On va voir, il y a ce qu'on appelle l'attachement primaire, c'est-à-dire les gens avec qui on était en contact dans notre petite enfance le plus souvent. Donc c'est en général la mère, le père et puis les frères et sœurs éventuellement. Il y a des figures d'attachement secondaires, les dames qui s'occupent de nous à la crèche, à la petite école, etc. Mais comment ces figures d'attachement primaires et secondaires ont créé mon sentiment interne de sécurité. On dit en psychologie que je suis sécure, je me sens sécurisé. Ou est-ce qu'on va développer un attachement plutôt anxieux, ambivalent, etc. Alors mon but n'est pas de développer, on le fait pendant les stages en IMP, de vous parler de la théorie de l'attachement, comment ça marche, etc. Si le sujet vous intéresse, je pense que sur Internet, vous pouvez trouver plein de choses sur le sujet de la théorie de l'attachement. C'est pas ce que je veux aborder maintenant. Ce que je veux aborder maintenant, c'est de dire que cette théorie de l'attachement, Mazgutova, qui est quand même docteur en psychologie, dit évidemment, elle est 100% en accord avec cette théorie de l'attachement. C'est Bowlby et Ainsworth, qui sont les deux premiers. Bowlby, c'était ce psychanalyste qui n'était pas si satisfait de la psychanalyse et qui a commencé à voir que ce qu'on disait en psychanalyse était assez douteux, et de fait, et que en fait, il avait des mécanismes très précis au niveau de l'attachement mère-enfant qui étaient majeurs. Et puis Mary Ainsworth qui a créé la situation étrange où on met un enfant dans la pièce avec son parent et puis on demande à la mère de sortir et on regarde, vidéo à l'appui, comment réagit le bébé et quand la mère sort et quand la mère rentre. Donc est-ce qu'il crie, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'il est anxieux, est-ce que voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert plusieurs mécanismes de comment on réagit face à la perte et quel lien d'attachement a mis en place le bébé. Ce que ces études ont mis en place ensuite avec des gens comme Boris Cyrulnik et d'autres, c'est que des décennies et des décennies après, on peut suivre ces enfants-là, dont on a fait vivre la situation étrange et dont on sait qu'ils avaient un attachement anxieux, sécure, ambivalent, ceci, cela. Et on voit que cet attachement primaire du bébé, primitif du bébé, conditionne en grande partie, c'est un mot fort, hein, conditionne en grande partie, toutes nos relations futures dans la vie. Relations amoureuses, relations à nos propres enfants, relations amicales, relations professionnelles. Le sentiment de sécurité qu'on a développé ou pas dans la petite enfance va nous accompagner tout au long de notre vie. Ça a un impact majeur sur les comportements des adolescents. Est-ce que j'ai grandi en ayant un sentiment de sécurité, que j'ai un port d'attache et que les choses vont bien se passer et que même s'il y a du stress dans la vie, des choses difficiles, je vais toujours avoir derrière un câlin, un mieux-être et une sécurité? Est-ce que ma tribu est là pour s'occuper de moi ou pas? Je ne suis pas en train de dire, pardon, je ne veux pas qu'on comprenne mal les choses. Peut-être que la tribu est là ou pas, mais est-ce que j'ai un sentiment d'avoir... J'ai peut-être des tas d'amis autour de moi, mais je ne me sens pas aimé. Il y a des gens qui ont une famille, on pourrait dire, qui semble aimante et qui est là, mais qui, eux, ne se sentent pas aimés pour une raison X ou Y de choses qui sont passées dans la toute petite enfance. Vous voyez? Et à contrario, on peut trouver des gens qui ont un entourage assez délétère, on pourrait dire, mais qui ont grandi dans la toute petite enfance avec une sensation de sécurité et qui vont pouvoir bien vivre leur vie plus tard. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la réalité de la sécurité ou de l'insécurité, c'est le sentiment que j'ai développé de sécurité ou d'insécurité, mais c'est basé sur mes premières interactions très tôt. Et pour Mazgutova, c'est un réflexe biologique qui peut s'objectiver par une sécrétion d'ocytocine. Et je vous l'ai dit, en théorie, la plus forte sécrétion d'ocytocine qu'on ait jamais développée dans notre corps, c'est quand nous naissons en tant qu'enfant et quand nous donnons la vie en tant que parents. C'est plus forte sécrétion d'ocytocine que les scientifiques ont pu mesurer. Cette ocytocine, elle est assez fragile et elle doit être renforcée. Et elle va être renforcée particulièrement dans cette heure qui suit la naissance. De comment le bébé, on l'a posé sur le ventre. Pourquoi? Parce que pendant la naissance, il y a des grosses hormones de stress. C'était normal parce que il y a un stress dans le corps de la mère et dans le corps du bébé. Il faut que le bébé s'extrait du ventre de sa mère, il faut que la mère expulse ce bébé en quelque sorte. Et il faut du stress, il faut de la stimulation, il faut de l'énergie. Les hormones de stress vont amener de l'énergie. On ne peut pas être complètement détendu et endormi. Il y a certaines hormones de stress chez les deux, il y a une certaine urgence. Mais ensuite, ce stress doit chuter pour que l'ocytocine puisse augmenter. Une des choses que l'on fait, c'est qu'on ne coupe pas le cordon tout de suite. Pour que les échanges d'oxygène, il y a un tiers du sang du bébé qui est encore dans le placenta, il faut que ce sang il aille dans le corps du bébé. Ça va faire chuter les hormones de stress, ça va oxygéner le corps du bébé. Ça, c'est un truc majeur, par exemple. On sait que la première tétée va créer une grande sécrétion d'ocytocine
dans le corps du bébé et de la mère. Donc de laisser le bébé aller au sein, enfin de l'aider, de le conduire. Enfin, il y a tout un tas de choses autour de la naissance qui sont majeures. L'enfant va devoir brancher son système tactile, on l'a déjà évoqué, on doit construire ce pont tactile entre la vie intra-utérine et le milieu aérien. Ensuite, le bébé doit brancher ses yeux. Alors, je vous ai parlé de ce proto-regard qui est majeur. Ce premier regard, c'est Marc Piliot qui a nommé ça comme ça. C'est un pédiatre que nous connaissons et qui a écrit la préface du livre de Suzanne Colson, L'allaitement instinctif. Donc ça, c'est absolument majeur. Il va croiser les yeux de sa mère. Là, nous, les humains qui sommes visuels, c'est majeur. Ça nous apporte un bien-être fou de croiser les yeux de notre bébé. Une sécrétion d'ocytocine majeure. Donc le bébé va reconnaître sa mère, la mère va reconnaître ce bébé. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va brancher ses oreilles. La mère va parler au bébé. Elle va lui dire des mots tendres et doux avec une prosodie très particulière, avec une voix très particulière, très pleine d'émotions, une imprégnation très très forte qui se crée chez le bébé. Il va brancher ses oreilles, nous allons entendre pour la première fois les sons du bébé, c'est absolument magique. Donc on a branché le tactile, on a branché le visuel, on a branché l'auditif. Et ensuite le bébé, il est tout de suite positionné sur le corps de la mère. Et là, il va brancher on pourrait dire, c'est la position du gagnant, la position ventrale. Il va brancher sa kinesthésie, ce sens du mouvement. Il va sentir le corps de sa mère qui rebouge. Il était à l'extérieur, il était à l'intérieur du ventre. Maintenant, il est à l'extérieur, mais toujours sur le ventre, au même endroit. Il va ressentir les choses, les sensations. Et il va se mettre en mouvement. Donc, il va activer le sens kinesthésique. Il va se mettre en mouvement sur le corps de sa mère en utilisant, vous vous rappelez, le Babinski, l'allongement croisé, les réflexes de spinal de Galant, spinal de Pérez, les réflexes au niveau du cou. Il va mettre en place toute une motricité et une kinesthésie. Donc, il ressent et il bouge. Donc c'est activation du sens kinesthésique, activation du sens moteur. Et puis le moteur va s'activer fortement par quelque chose de particulier. L'acte moteur le plus grand qu'il va faire, c'est pas tellement qu'il va ramper, la mère va le prendre dans ses bras, va le monter au sein, c'est qu'il va téter. C'est le réflexe du succion. Ce réflexe de succion, c'est un acte moteur extrêmement fort, avec tout ce qui est langue, déglutition, respiration, succion, le paume-bouche de Papquin. Quand le bébé va téter, c'est tout son corps qui s'accroche au corps de sa mère, depuis le bout des pieds jusqu'à la bouche, tout est actif. Donc c'est une activation très forte au niveau moteur. Et ce n'est qu'après ça qu'on devrait couper le cordon ombilical. On laisse passer 20 minutes, on s'en fout, ou même plus, on s'en moque. On laisse ce moment-là, qui dure à peu près 1 heure, c'est ça qui conditionne le réflexe d'attachement. C'est ça qui conditionne le plus, ce sont les conditions les plus importantes pour la bonne mise en place de ce que nous on appelle le réflexe d'attachement, ce que les scientifiques appellent l'attachement tout simplement. Et là, je ne vous parle pas d'élucubration, de nous avec une vision de la naissance, théorisée dans un monde merveilleux, New Age, énergético, spirituello. Je parle non pas de dizaines, mais de centaines et de centaines et de centaines d'études scientifiques. Lisez les livres, et après livres, ces premiers livres sur le lien, etc., de Boris Cyrulnik. Je crois que c'est une des personnalités les plus reconnues scientifiques en France. Psychiatre neurologue, si ma mémoire est bonne, qui a écrit sur ce sujet avec des suivis sur des décennies. Mais ça, c'est en France. Il y a eu Michel Audin, avant lui, qui a parlé longuement de cela avec le réflexe de fouissement, avec le réflexe d'éjection fétale, avec tous ces mécanismes-là. Mais bien avant, et depuis toutes ces décennies et décennies, il y a eu des centaines et des centaines d'études qui disent que la mise en place de l'attachement dans l'heure qui suit la naissance, les conditions dans lesquelles s'est passée la naissance, le fait qu'on ait laissé tranquille, qu'on ait préservé les hormones d'ocytocine, d'amour à ce moment-là, qu'on en a fait un mouvement magique, conditionne énormément des choses aussi phénoménales que comment je me sentirais adolescent, que le taux de suicide, qu'un certain nombre de pathologies psychiques, que des choses qui se passent chez les personnes âgées et des souffrances chez les personnes âgées. Donc on a
des études. Donc c'est pas des élucubrations comme ça, de trucs parallèles, machin, New Age, énergétique. On parle d'une des choses les plus scientifiquement avérées. J'ai commencé en disant que la théorie de l'attachement est la théorie la plus étudiée, donc validée scientifiquement aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'encore une fois, on va dire que je râle beaucoup, pourquoi on ne tient pas suffisamment en compte ces connaissances scientifiques dans les pratiques de maternité aujourd'hui? Je pose la question, c'est tout. Nous, parfois, on va nous opposer, nous, les gens qui font des approches justement parallèles, de ne pas être validés scientifiquement. Ok, d'accord. Et je suis entièrement d'accord. Il nous manque beaucoup d'études, beaucoup de recherches sur ce qu'on fait. Entièrement d'accord. Nous, au niveau des réflexes et tout, on ne demande que ça. Mais ça, ça me fait un peu marrer parce qu'il existe des milliers d'études qui nous disent qu'on devrait changer les pratiques d'accouchement et c'est rien à faire. C'est juste que le personnel décide de mettre en place un certain nombre de choses. Et bien, c'est pas fait. En médecine, il y a combien de dizaines de milliers d'études qui nous disent qu'on peut prévenir le cancer avec une meilleure alimentation, avec un meilleur machin? Et non, on ne change rien. Regardez l'alimentation qu'on donne dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les EHPAD. Il y a des dizaines de milliers d'études qui disent que le sport, l'importance du mouvement à l'école, etc. Et on ne fait rien. Donc, ça y est, je me suis mis en colère. Donc, qu'on ne vienne pas nous opposer que ce qu'on fait n'est pas scientifique, parce que les gens s'arrangent avec la science comme ils veulent. Quand ça les arrange, on dit que c'est pas scientifique, et pourtant on ne tient pas en compte de ce que les études scientifiques disent. Et là, pourquoi ça me met en colère? Parce qu'on sait qu'en faisant pas grand-chose dans l'heure qui suit la naissance, en préservant ça comme un des mouvements les plus merveilleux, les plus importants pour nous. Enfin, je veux dire, moi j'ai eu la chance d'assister à la naissance de ma seconde, parce que la première, certains d'entre vous le savent, je l'ai adoptée quand elle avait 4 ans. Donc j'ai pas vu la naissance de ma première, puisqu'elle est adoptée. Mais donc je n'ai eu la chance, le bonheur de n'assister dans ma vie qu'à une seule naissance, celle de ma fille cadette. Mais je sais pas, c'est peut-être l'événement où j'ai ressenti le plus d'émotion de toute ma vie. C'est des choses les plus incroyables que j'ai vécues de toute ma vie, d'accompagner la mère de mes filles dans cette période de la grossesse, d'être là, parce qu'on a fait une méthode qui s'appelait BBA2, où c'est, entre guillemets, moi qui l'ai assisté dans tout le processus de la naissance, jusqu'à la venue au monde des petits, même si c'était dans un environnement, dans une salle nature, donc c'était dans une clinique, mais on était seuls et on a fait ça entre nous. Il y avait de temps en temps des sages-femmes qui rentraient pour voir que tout allait bien, etc., qui étaient là en cas de besoin. Et évidemment, derrière, il y avait aussi un obstétricien, mais qu'on n'a pas eu besoin de voir et qu'on n'a pas vu. Et donc, on a fait ça, entre guillemets, entre nous. C'était, pour moi, une des choses les plus extraordinaires que j'ai vécues de toute ma vie. Et puis, les heures qui ont suivi la naissance, votre cerveau est transformé, votre manière de parler est transformée. Vous savez très bien que vos hormones vous changent tout, votre ton de la voix, votre manière de voir votre compagne, votre enfant, vous êtes tout transformé. De la tête aux pieds, au moment où j'ai vu ça, où j'ai tenu mon enfant dans les bras, j'ai su qu'il se passerait quelque chose un bouleversement majeur dans ma vie. Et de fait, avoir des enfants, je crois, il n'y a pas de bouleversement plus majeur qu'on puisse avoir. Se marier ou divorcer, c'est une chose. Mais avoir des enfants, c'en est une autre. Je crois, il n'y a pas de choses plus bouleversantes au sens propre et au sens figuré, au sens émotionnel, ça bouleverse, et au sens ça chamboule toute la vie. Il n'y a rien de plus au monde que ça, à mon sens. Voilà. C'est quelque chose de plus extraordinaire pour nous en tant que parents. Et évidemment, on sait que ces premiers instants sont cruciaux, et ne serait-ce que pour la santé de l'enfant, au niveau de la mise en place de son système immunitaire, des microbes qu'il va rencontrer, de la première personne qu'il va voir, des premières voix qu'il va entendre. On sait aujourd'hui scientifiquement, depuis les années 60, à quel point c'est important. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus. Évidemment, en IMP, on a des protocoles, ça peut sembler bizarre, des choses qui sont proposées, puisqu'on va travailler sur tout un tas de réflexes qui sont autour de la naissance. On va travailler, là je vous ai parlé de 3 réflexes post-natales, mais on va travailler sur tous les réflexes individuellement qui apparaissent ici, puis on va les travailler dans un protocole global. Et on va avoir plein de choses
qui vont être faisables. Et aussi, pour travailler sur l'attachement, il y a des petites choses qui nous sont proposées qui nous viennent de l'éducation kinesthésique, des travaux de Masgoutova et de différentes choses, parce que nous, on a étudié avec des gens comme Michel Audin, célèbre obstétricien, avec Suzanne Colson, la célèbre sage-femme. On a travaillé, on a étudié avec d'autres gens extraordinaires, la liste est assez longue sur ce sujet-là. Et du coup, on a mis en place un certain nombre de choses pour aider à recréer un attachement plus sécure chez les gens qui viennent nous voir et chez qui ce n'est pas le cas. Bien sûr, nous ne sommes pas des psychologues, alors sachant qu'on forme pas mal non, je ne peux pas dire pas mal. Quelques, c'est une de mes grosses déceptions, on a beaucoup de kinés, d'ostéos, de podologues, d'orthophonistes dans nos cours et d'autres professions, au niveau entre guillemets corporel, mais on en a dans chaque cours, mais des psychothérapeutes, des psychologues, on en a très 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 peu, mais on en a dans chaque cours, un à chaque fois. On n'a jamais eu de psychiatre, par exemple. C'est bien dommage. On a eu des médecins, des généralistes, ou des médecins du sport, mais jamais des pédiatres ou des psychiatres, ce qui est fort dommage à mon sens, mais c'est comme ça. Donc, nous ne sommes pas psychologues, même si on en forme de temps en temps, mais si évidemment quelqu'un a des troubles autour de l'attachement, il y a aujourd'hui des psychothérapies, des thérapies cognitivo-comportementales qui utilisent l'attachement. D'ailleurs, qui ont été à plusieurs reprises scientifiquement validées. L'importance de travailler sur la remise en place d'un attachement sécure, c'est très important pour les relations. Que ce soit d'ailleurs dans les thérapies de couple qui prennent en compte cette dimension, sont celles qui sont le plus validées scientifiquement. Donc ça, c'est très important. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Vous voyez, ce sont les réflexes postnatals illustrés par 3 réflexes majeurs. Le premier et le dernier étant le premier réflexe postnatal, qui est le réflexe du pont tactile, de se toucher, de cette importance du tact de notre peau, de ce schéma corporel en quelque sorte si vaste. Puis de l'autre côté, ce truc purement, on pourrait imaginer psychologique, mais en vrai qui est purement hormonal, où une fois qu'on a branché les yeux, les oreilles, la kinesthésie, etc., le moteur et la succion, on va pouvoir créer un attachement fort, sécure, qui va pouvoir nous faire nous sentir en sécurité toute notre vie. Et ça change toute une vie. Le fait de vivre en se sentant en sécurité ou le fait de vivre dans l'insécurité, ce sont 2 vies différentes. Ce sont 2 mondes différents. C'est tout le système. Vous savez bien que le but, la théorie première de la théorie polyvagale, la TPV, c'est est-ce que je me sens en sécurité ou pas. Donc le nerf vague, c'est lui qui va réguler cette sécurité ou insécurité. C'est lui qui va déclencher les réactions de stress, fuite, lutte, figement. Et donc plus j'ai un réflexe d'attachement bien en place, plus mon nerf vague va pouvoir jouer son rôle correctement sans surexciter. Donc voilà un certain nombre de choses majeures. Et au milieu de tout ça, cette succion. Je rejoins un petit bout de route, mais c'est pas très long. Cette succion qui conditionne si fortement respiration, santé, mastication, bien-être physique général, sommeil. Vous voyez ces 3 choses-là. Ces 3 choses-là, tout le monde devrait les connaître. Alors quand on vient à l'IMP, souvent on s'attend pas à ça, on s'attend à RTAC, agrippement, Moro, voilà, RTL, les gens c'est ça, voilà. Moro, je vais apprendre les réflexes archaïques. Et on va avoir tout ça en IMP et c'est majeur. On va travailler la marche automatique, on va travailler l'allongement croisé, on va travailler les réflexes du dos, du cou. Mais les gens ne s'attendent pas à un réflexe postnatal. Les gens ne s'attendent pas à ce qu'on aborde tous ces sujets, parce qu'ils ne savent pas que ce sont des réflexes. Ce sont des réflexes archaïques ou des réflexes de vie. Dans le cas du pont tactile, c'est un réflexe de vie, n'est-ce pas? La succion, c'est un réflexe archaïque. L'attachement, c'est un réflexe de vie qui va se renforcer tout au long de notre vie et qui doit être présent en permanence tout au long de notre vie, ce qui n'est pas le cas de la succion. Donc ici, là, on a 2 réflexes de vie et un réflexe archaïque. Donc les gens ne s'attendent pas à ce qu'on ait des procédures pour travailler sur tout ça. Et pourtant,
autant le RTAC, RTL, etc. sont majeurs évidemment dans notre construction physique, dans notre construction, on l'a vu physique et psycho-émotionnelle. Bien sûr, on a vu l'importance de ça. Mais on pourrait dire, à l'autre bout du spectre, au moment de cette naissance, c'est pas à l'autre bout du spectre, je dis ça parce que c'était joli à dire, mais il y a un autre facteur si important là, sont ces réflexes qui apparaissent dans l'heure qui suit la naissance, qui est notre première transition, qui est notre premier apprentissage en fin de compte. Et basé sur ce premier apprentissage va se mettre en place dans notre vie tous nos autres apprentissages futurs. Donc pour nous, les réflexes post-natals, avec ce pont tactile, avec cette succion, avec ce réflexe d'attachement, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête quand on reçoit quelqu'un. On doit penser à le toucher. C'est les procédures les plus archaïques qu'on puisse faire avec des personnes en situation de handicap, avec des bébés, avec des personnes âgées. Avoir des procédures d'intégration de tous les réflexes à travers ça. L'attachement, c'est-à-dire le sentiment d'être en sécurité aussi. Donc comment dans notre cabinet on met tout ça en place. Sentiment de sécurité fait que les gens doivent se sentir sécures dans notre cabinet et dans la vie en général. Et ça passe par tout ce qui va être respiration et d'autres fonctions maxillo, faciales, et dont la respiration évidemment qui est un des piliers majeurs de l'IMP. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que tout ça vous intéresse et vous passionne autant que moi. Moi, ça me fascine au plus haut point. C'est tellement important. Et c'est des choses qui sont tellement méconnues. Et c'est pour ça que j'ai à cœur de faire ce podcast. Plus de gens devraient avoir entendu parler du réflexe du pont tactile, du réflexe de succion et du réflexe d'attachement et y accorder l'importance qu'on y accorde en IMP. Et évidemment, nous, on va combiner ces connaissances-là avec tout ce dont on a déjà parlé, tous les autres réflexes et plein d'autres choses qu'on n'a pas encore évoquées. C'est pourquoi on se retrouvera prochainement dans d'autres podcasts. Merci beaucoup, à très bientôt.